Voilà, donc en fait, il y avait c'est une opportunité puisqu'il y avait trois facteurs qui étaient concomitants. Donc il y avait un monitoring de coque sur l'Auguste Bénébic, mais il n'était plutôt que destiné à la validation du bateau au neuvage. Donc il n'était pas destiné à rester. C'est-à-dire il devait engranger des données pendant 3 ans et après on devait, d'après le contrat, s'en débarrasser et juste faire des rapports qui montraient que les données étaient correctes et c'était terminé. Ensuite, il se trouve aussi que du point de vue théorique, depuis quelque temps, la théorie du monitoring hybride a vu le jour. Alors, donc, il y a eu au moins déjà 2 papiers ATMA avec le Bureau Veritas et aussi d'autres papiers qui se trouvent d'ailleurs dans les références du papier d'aujourd'hui et qui va vous être expliqué aujourd'hui et qui permet d'avoir du monitoring assez léger pour pouvoir suivre le navire tout au long de sa durée de vie. Et puis le troisième événement concomitant, c'est qu'il y avait une volonté au Minarm de conserver la data. Donc effectivement, la data était un peu sacrifiée, et en particulier la data qui était sur les bateaux, elle avait tendance à être non sauvée. Et au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, le data center qui était sur le bateau écrasait les anciennes données avec la nouvelle. Donc les anciennes données n'étaient pas forcément sauvées. Donc là, il y avait l'ordre déjà du Minarm qui est tombé à l'automne 2020, comme quoi il fallait sauver la donnée. Donc de toute façon, on avait la volonté aussi de sauver au moins les données de l'Auguste Bénédicte pendant un certain temps. Et en même temps, donc la création du centre du service de la donnée marine à Toulon le 1er novembre 2020 au CEPN, au centre des études enfin, le centre technique qui dépend directement de la marine, de propulsion, enfin, le centre qui est responsable de la performance navale, et qui dépend directement de la navire, de la marine qui est à côté de DGATN, qui lui dépend de la DGA. Donc on a décidé de pérenniser le monitoring hybride et de le transformer en monitoring hybride, et pour justifier plus aisément des choses qui peuvent arriver au long de la vie du navire, donc changement de la zone opérationnelle, le nombre de jours à la mer par an qui peut être décidé, voilà, par exemple passer à un double équipage s'il y a un simple équipage, ou changer. Et évidemment la prolongation de la durée de vie du navire, parce que c'est généralement ce qui arrive à nos anciens bateaux, on leur rallonge la durée de vie d'une dizaine d'années à la fin de leur vie. Alors, l'Auguste Bénébic, c'est un patrouilleur outre-mer. Donc, il est. Je ne sais pas si tu me le remets. Je devrais me souvenir de toutes ces dimensions par cœur, mais c'est pas grave. Alors, je peux continuer sur le monitoring qui est très simple. Il est constitué de 8 capteurs. Bon, ils en ont pas mis beaucoup puisque c'était surtout fait pour valider dans certaines zones et sans être trop cher aussi, puisqu'il y avait certainement des contraintes de coût. Et ils étaient triplement redondés, c'est-à-dire que chaque capteur est mesuré 3 fois. Enfin, chaque localisation est mesurée 3 fois. Donc en fait, on a 24 mesures. Et la fréquence d'échantillonnage, c'est 0,1 seconde, donc 10 Hertz. Et puis, je peux après continuer sur le transparent. Puisque je n'ai pas de transparent. Il est trop faire avec les mains pendant que Régis retrouve le transparent. Oui, alors en fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas que cette histoire de monitoring qui arrive, qui arrive aujourd'hui, c'est en même temps plusieurs domaines qui progressent en même temps et en parallèle. Donc c'est sur ça qu'on surfe. C'est-à-dire que là, on voit bien, et on a été confronté d'ailleurs avec l'Auguste Bénébic, puisqu'il me déchargeait, déjà le maître principal qui était à bord du navire avait du mal à décharger les données. Donc déjà, d'extraire les données sur une clé USB, c'est pas trivial, ça peut mettre un certain temps. L'extracteur n'est pas forcément très performant. Ensuite, il faut qu'il vienne le porter à mon collègue de Nouméa.
ensuite, mon collègue de Nouméa doit me le transmettre en métropole et ça, soi-disant, ça marche, mais en fait, quand vous utilisez les Defense Drive et les domaines les domaines de partage de données entre métropole entre métropole et Nouméa, ça ne marche pas. Donc, du coup, vous l'envoyez par la poste, la clé USB par la poste. Vous le recevez en France et là, la donnée n'est pas au bon format. Elle est au format .date. Vous ne savez pas la lire. Vous ne pouvez pas la lire sous Excel. Donc, il faut la traduire en .csv qui peut être lu sous Excel. Déjà, voilà. Donc, déjà, vous pouvez voir la donnée et vous rendre compte que finalement, elle est pas. Ça a l'air d'être bien. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et là, après, effectivement, il faut quand même que cette donnée, suivant la nouvelle directive de la Marine nationale, soit validée et certifiée, enfin, en tout cas, tracée, enfin, on appelle ça labellisée par le service de la donnée marine de Toulon. Donc, le service de la donnée marine de Toulon, il va dire que telle donnée a été extraite de tel bateau à telle date et envoyée à des GATN. Et effectivement, après, il faut la donner à des GATN. Mais là, heureusement, le CSDM est à côté des GATN. Donc, ils ont juste à traverser la cour pour aller le chercher. Donc, déjà, c'est partie plus simple. Voilà. Donc, après, on peut. Je ne sais pas si tu reviens en arrière. Oui, je crois que j'ai fini. Je l'ai fait à la main, sans transparent. Sans maintenant. Transparent. Et là, on va passer au travail du bureau Veritas qui va vous raconter ce qu'on fait avec ces données. Est-ce qu'on pourrait rester sur la même slide, s'il vous plaît? Du coup, on a eu l'explication de comment les... Celle-ci, nickel, merci. Du coup, maintenant, on va avoir l'explication de ce qu'on fait des données qu'on a reçues de Nouméa jusqu'à Paris. Donc, voici les données qu'on a. On a des données de contrainte aux 8 capteurs, des données de mouvement, du if, du roll et du pitch, et des données de position avec de la latitude et de la longitude, avec une fréquence qui a déjà été dite, mais d'enregistrement de 10 Hz, allant de juillet 2022 à avril 2024, et décomposée et stockée en fenêtres temporelles d'une heure dans des dossiers HDF. Donc, un nouvel irritant s'ajoute à la liste de certains qu'on a expliqués précédemment, c'est que les données ne sont pas disponibles en même temps. Par exemple, prenons mai 2023, on a des données de position avec de la latitude et de la longitude, mais on n'a pas forcément de données de contraintes. Dans notre présentation aujourd'hui, ça va pas être un problème, mais par exemple, pour l'avenir, si on fait du virtual monitoring, ça peut être un peu plus embêtant. C'est bon. Maintenant, une courte slide qui va permettre d'introduire les deux filtres qui seront appliqués dans les slides suivantes. La première, c'est un filtre passe-haut, wave and high frequency. On a choisi une fréquence de coupure de 0,025 Hz qui va permettre d'enlever les dérives du signal ainsi que sa moyenne. Et le deuxième filtre, un filtre passe-band de fréquence de coupure 0,025 Hz et 1,5 Hz qui va permettre de retirer la partie haute fréquence du signal. Les filtres présentés, avant de faire du post-traitement dans la slide suivante, on va traiter un peu le signal et identifier des fenêtres temporelles avec des anomalies. On a choisi deux anomalies, enfin on a trouvé deux anomalies où lorsque ces valeurs sont dépassées, par exemple la contrainte moyenne, si elle est supérieure à 0,01 mégapascal après avoir appliqué le filtre passe-haut, ou lorsque le max divisé par l'écart type est supérieur à 20, toujours lorsqu'on a appliqué le filtre passe-haut, on a des discontinuités sur les graphiques, comme on peut le voir par exemple pour le capteur 2 à droite. Là, le graphe en haut, c'est lorsque la première condition, la première anomalie est dépassée. Et le graphe en bas, c'est lorsque la deuxième condition n'est pas respectée. Lorsque une de ces deux anomalies se présente, on enlève la fenêtre temporelle, on enlève donc une heure de nos données de mesure. On passe donc de 6042 à 6017 heures de mesure, ce qui reste quand même une minorité de données supprimées pour la suite. Donc ensuite, maintenant pour ce qui est du post-traitement, avec les données qu'on a en contrainte, on va pouvoir calculer la fatigue. Pour cela, on va obtenir les cycles de contrainte grâce au comptage de Renflo. Grâce à ces cycles de contrainte et la bonne courbe SN liée au modèle, puis ensuite en appliquant la règle de Miner,
on va obtenir les endommagements sur chaque fenêtre temporelle et en sommant tous ces endommagements, on va pouvoir avoir les dommages cumulatifs comme on l'a sur le graphe à droite pour le capteur 2 et pour les deux filtres, le filtre passe-haut, le filtre passe-bande expliqué précédemment. On le fait pour ces deux filtres parce que ça va nous être utile maintenant pour l'influence des vibrations. En effet, les vibrations en endommagement correspondent aux dommages du filtre passe-haut moins les dommages du filtre passe-bande. On le fait pour les 8 capteurs avec ce graphe qu'on peut voir en bas à droite et on obtient environ 40% de la fatigue qui provient des vibrations de la structure. C'est un chiffre qui est tout de même assez élevé, c'est presque la moitié de la fatigue qui est liée aux vibrations, qui est causée par les vibrations, mais c'est une valeur qu'on peut retrouver dans des porte-conteneurs, par exemple, donc ce n'est pas non plus des chiffres aberrants. Et par contre, c'est une valeur qu'on ne va pas généraliser parce qu'on le fait sur 2 ans environ de mesure. On ne sait pas si avec 20 ans de mesure, on aurait encore 40%. Maintenant, le post-traitement fait, on va présenter la méthode hybride. Donc, l'objectif de la méthode hybride, c'est de trouver une relation linéaire entre une entrée X et une sortie F, avec, dans notre cas, l'entrée X, c'est les 8 capteurs de mesure choisis, et F, c'est la sortie qui est la contrainte qu'on souhaiterait avoir dans des zones voulues où on pense que c'est nécessaire d'avoir la contrainte, où il y a des risques de haute fatigue. Donc pour cela, on va trouver une relation entre X et F en écrivant ces deux variables en fonction d'une base de mode de déformation. On écrit X qui est égal à MXI et F qui est égal à BXI, avec Xi le vecteur des amplitudes des modes. On peut donc écrire X et F dans la même équation et obtenir F qui est égal à CX et C qui est égal à BM-1, la matrice de conversion, qui est donc la relation linéaire entre la contrainte nominale X et la sortie F. Pour avoir les modes de déformation, on va avoir besoin d'un modèle hydrostructure. Et dans notre cas, on va avoir deux modèles hydrostructure qu'on va comparer par la suite. Le premier, c'est le modèle hydrostructure grossier, qui est principalement composé d'éléments plaques et poutres, d'éléments de taille 350 mm. Et l'approximation n'est pas toujours fidèle à la réalité, surtout proche des ouvertures. Ensuite, on a un modèle hydrostructure fin. Il y a 8 zones qui ont été remaillées avec un maillage entre 20 et 50 mm autour de 8 zones d'intérêt. Donc les 8 zones d'intérêt, ce sont les 8 capteurs et on a appliqué une approche top-down. Maintenant que la méthode a été présentée, il va falloir valider cette méthode avant de l'appliquer sur les sorties qu'on veut. Donc on va se restreindre maintenant seulement sur les 8 capteurs parce qu'on peut comparer les données mesurées et les données calculées. L'objectif maintenant, ça va être, en partant en entrée de 7 capteurs, d'obtenir les contraintes sur le 8e capteur. On va donc faire ça 8 fois, avec en sortie à chaque fois les 8 capteurs différents. Et on aura donc 8 matrices de conversion différentes. Par exemple, si on prend le capteur 5, on a en bleu ici les données mesurées des 7 capteurs, excepté le capteur 5 parce que c'est celui qu'on souhaite. On a, grâce au modèle hydrostructure, le modèle de structure plutôt, la matrice de conversion. On a mesuré les données en bleu. On peut donc obtenir les time series pour le capteur 5. Comme on peut le voir ici, ensuite à droite, en fonction des 7 time series bleues mesurées, on peut obtenir le dernier time series ici pour le capteur 5 en vert. Bon, on va faire ça maintenant pour tous les capteurs et comparer avec les données mesurées. Ici, on a donc des graphiques de dispersion entre les données mesurées et calculées pour tous les capteurs. On peut voir qu'il y a des biais plutôt importants lorsque le modèle est grossier. On peut le voir par exemple pour le capteur 4 au milieu ou le capteur 2 en dessous. Mais lorsqu'on utilise un modèle fin, il y a quand même une réduction des biais, même s'il y a encore une présence de biais. Et ceci est plutôt maintenant lié à l'incertitude qu'on a pour la position des capteurs. Par exemple, dans la slide suivante, pour l'exemple du capteur 7, on avait 7 photos pour essayer de placer sur notre modèle structure le capteur. Et donc, il y avait quand même la présence d'une bonne incertitude pour savoir quel élément choisir dans notre modèle. Surtout lorsque le modèle a été remaillé, c'était
c'est plus compliqué de savoir où se situe le capteur. Mais en prenant en compte cette difficulté et les erreurs qu'on a obtenues lors du modèle fin, on peut quand même dire qu'on peut valider cette méthode et appliquer en sortie maintenant d'autres zones, d'autres zones souhaitées. C'est ce qu'on va faire donc maintenant. On va l'appliquer aux zones d'intérêt. C'est là toute l'importance de cette méthode de l'hybride monitoring, c'est qu'on peut, en partant de très peu de capteurs, d'obtenir des contraintes au point voulu. Et par exemple, on a ici à tribord les points qu'on a choisis dans notre modèle hydrostructure. On a choisi 40 points d'intérêt au préalable du projet où ils nous ont trouvé intéressant de savoir leur valeur en contrainte. On a choisi ces zones et on a fait un calcul donc, de contraintes à long terme avec une probabilité 10-2. Et on a remaillé 10 zones choisies. Les 10 zones où on a des points d'intérêt avec des contraintes assez élevées. Et en remaillant ces zones-là, on peut ensuite obtenir des valeurs de fatigue à ces points d'intérêt. Et c'est tout l'intérêt de ce remaillage. Donc en fait, la conclusion, c'est donc on a été un peu vite parce qu'il y avait des slides qui ont été sautés aussi, c'est pas grave. Donc en fait, l'idée quand même, c'était que si je reprends un bout de l'introduction que j'ai sauté, mais que Lucas a rattrapé, c'est qu'au final, il n'y a pas trop de modes qui participent à la déformée du navire. Donc c'est ça la clé. Donc avec les 8 capteurs, ben, quelque part, on a accès à quelque chose qui est de dimension 8, c'est suffisant pour avoir la déformée du navire. Et ça, c'est tout l'intérêt, puisque j'aurais plus besoin, si je veux retrouver la fatigue de mon navire, à tirer aléatoirement des vagues sur un état de mer qu'a rencontré le navire. Je me débarrasse de beaucoup de soucis que j'ai quand je veux faire une étude de fatigue de navire a posteriori. Parce qu'effectivement, si je n'ai pas de monitoring, je ne sais pas quelle vague j'ai rencontrée, donc il faut déjà que je retrouve où est-ce qu'a été mon navire, dans quelle zone, à quelle date et quel cap il avait avec quelle vitesse pour que je puisse resimuler son comportement sur la houle et retirer. Alors là, il va y avoir quand même un tirage aléatoire puisqu'il va falloir que je tire aléatoirement les phases de ma houle. Donc je vais recréer de l'incertitude. Là, je tue l'incertitude puisque j'ai la mesure exacte en tout cas dans les 8 capteurs qui sont là pour justement capturer l'historique. Voilà. Et donc ensuite, on peut projeter, comme l'expliquait Lucas, via les matrices de transfert vers des points d'intérêt. Alors, donc en fait, j'ai dit réconciliation du numérique et du physique parce que c'est vrai qu'autrefois, il y avait deux théories. Il y avait ceux qui disaient qu'il n'y a plus besoin de monitoring, tout ça c'est obsolète. Et donc, on ne fera que du calcul numérique, on refera l'histoire du bateau sur ses états de mer, on retire les états de mer et on retrouve l'historique du chargement sur la poutre navire et on en déduit l'endommagement, si le navire quel endommagement il a vécu. Et donc, on donne l'autorisation du navire à être prolongé de 10 ans. Et il y avait les extrémistes inverses qui disaient que non, on ne fait pas du numérique, on fait que de la mesure et il faut mettre absolument des capteurs partout. Sachant que quand même, ça coûte quand même des capteurs. Et puis, il faut quand même entretenir. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est monitoring très léger, mettre quelques capteurs et ensuite, donc on supprime l'aléa du tirage aléatoire de la houle pour recomposer la fatigue puisqu'on a l'historique réel. Et puis, on va donc projeter vers des capteurs virtuels là où on veut surveiller. Et donc, effectivement, sur le monitoring 1, sur le POM 1, ce qui était bien, c'est que c'était installé au neuvage. Et quand on colle les capteurs au neuvage, ça coûte pas cher. Quand on veut les coller sur un navire en service, ben, il faut attendre un arrêt technique, il faut déshabiller les locaux parce qu'on va devoir faire de la soudure, il va falloir faire des passages de coque, etc., de cloisons. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Tandis qu'au neuvage, de toute façon, on le fait et de toute façon, on tire des câbles. Donc, tirer un câble de plus, c'est pas, ça coûte pas. C'est juste, on n'achète que le câble, quoi, au final. Voilà. Donc, le coût est extrêmement réduit à l'installation au neuvage, alors qu'il est beaucoup plus au cours de la vie du navire. Et puis les irritants, en fait, beaucoup d'irritants sont faux parce qu'en fait, tous les problèmes
sont en train d'être résolus, puisque, par exemple, la transmission des datas entre Nouméa et la métropole est en train d'être résolue par ailleurs. Donc, en fait, même si nous, on a un irritant parce qu'on reçoit par la poste la clé USB, il n'empêche que voilà, dans 5 ans, ça n'existera plus. Il y aura bien une transmission de data beaucoup plus costaud. Et sur le POM 3, bon, ben, on a décidé d'étendre tout de suite au POM 3 à 6 parce qu'ils ont l'avantage de ne pas être construits. Ben, sur le POM 3, donc c'est NVChip qui a installé les capteurs et bon, ils ont installé en même temps un système pour pomper la donnée. Donc le premier mètre qui est à bord du navire et qui va chercher la donnée, il va plus déjà la recopie de la donnée de l'endroit où est la donnée vers le disque amovible, ben, c'est un disque amovible qui recopie très vite et pas une clé USB qui recopie très lentement. Donc, il y a beaucoup d'irritants qui disparaissent. Et ensuite, il vient la porter à terre et puis le collègue à terre va nous l'envoyer en métropole de manière plus simplifiée avec des méthodes modernes. Voilà, donc il y a beaucoup d'irritants qui sont traités du fait de la modernisation actuelle de la marine, indépendamment du sujet monitoring de coque. Voilà. Donc, du coup, on passe POM 3, POM 6, on les installe. Et puis, bon, POM 2. Donc, le POM 3, là, on a effectivement corrigé, on a tenu compte des conseils des GATN et du BV, c'est-à-dire qu'on a pris des photos très précises de l'endroit où photographier les capteurs pour plus qu'il y ait d'incertitude de savoir où est le capteur, où est ce capteur. Donc voilà. Donc là, on a un rapport de mise en place des capteurs qui est beaucoup plus, enfin, qui est au centimètre près, quoi, enfin, au demi-centimètre près. Et puis donc on va pouvoir l'exploiter plus finement. Et le rattrapage du POM 2, bon, ben, on essaye d'avoir des idées pour voir si. Mais là, il faut intervenir sur un navire en service. Donc c'est un peu plus compliqué. Plus cher, en tout cas. Enfin, pour l'instant, c'est plus cher, mais peut-être qu'il y a des techniques qui feront que ça ne sera pas cher. On a du temps pour des questions. Alors, par où on commence? Monsieur, tu es en premier. Casal, donc de Bureau Veritas. Bon, je suis désolé, je suis plus à titre responsabilité commerciale que technique, donc je survole sans connaître en profondeur tout ce qui a été fait. La question que je me posais, c'est que là, vous parlez des pommes. Est-ce que vous pensez que ce modèle de monitoring de bâtiments de surface pourrait être répliqué sur d'autres objets, des bateaux plus gros, par exemple? Oui, oui, tout à Voilà. fait. Nous, on veut l'appliquer sur tous les bateaux, en fait, mais là, comme on avait commencé avec le POM et que tout est prêt, l'avantage, on a le maillage sous les yeux, on a déjà fait des maillages locaux d'endroits où on met les capteurs. Donc après, alors NVChip a changé légèrement la position des capteurs sur le POM 3, mais il n'empêche que pour la majorité d'entre eux, le maillage fin est déjà prêt, même si le capteur n'est pas exactement au centimètre près au même endroit. Donc on va pouvoir le repositionner. Les maillages fins des 50 zones virtuelles sensible a déjà été fait par le BV, donc on les a sous les yeux. Voilà. Tandis que pour les autres navires, il faut il faut juste poser le problème, mais c'est pas, il n'y a pas de raison. Vous avez exposé donc les points à améliorer, notamment tout ce qui est transmission d'informations. On a bien compris que là, il y avait quelque chose à faire. La question que je me posais aussi, c'est, vous avez parlé de fatigue. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres paramètres qui pourraient être mesurés pour que ces capteurs soient encore plus maximisés en termes d'intérêt pour la Marine nationale? Ouais. Là, le monitoring, c'est un monitoring de fatigue. Maintenant, de manière moderne, il y a des capteurs modernes qui apparaissent et qui mesurent beaucoup de choses. Donc, on peut aussi faire du monitoring d'autres choses. On avait fait du monitoring de sloshing avec GTT, enfin, du temps où j'étais à GTT. C'est une autre vie. Donc, mais donc, on peut faire du monitoring de beaucoup de choses. Monitoring, ça veut dire qu'on mesure des capteurs au réel et on les ramène à terre plus ou moins vite, soit en temps réel, soit en temps différé pour analyse. Bon, mais monitoring, c'est pas que la fatigue de la structure. Là, c'est la fatigue de la structure, mais on peut mettre d'autres capteurs, oui. Question suivante. Oui, j'ai vu
que les vibrations constituaient 40% de l'endommagement fatigue. Et dans le cadre de la corrélation entre les mesures et les calculs, vous calculez la fatigue liée aux vibrations aussi? Ah ben non, c'est dur parce que la vibration, c'est la partie tossage, c'est-à-dire il y a un coup de la vague sur l'étrave du navire ou sur le bordé, et puis ça vient exciter les premiers modes de coque, et puis la vibration se propage le long de la poutre navire, et donc voilà. Donc c'est cette vibration-là. Donc après, oui, alors la partie tossage, c'est un peu comme le sloshing, c'est plutôt un peu statistique, c'est-à-dire on sait que sur tel état de mer, quand on est mer de face avec tel cap, je sais pas quoi, donc on a N événements par heure, et comme le Sochine, on peut dire que tel événement, la probabilité après on a dans les événements la probabilité de degré de nuisance de l'événement. Donc est-ce que l'événement a donné un choc de tel type, tel type, tel type? Bon, après, c'est probabiliste. Ouais, ce qui plaide finalement pour le monitoring, puisque vous allez compléter l'endommagement de fatigue exactement. avec. Exactement, parce que là, il n'y a pas de tirage aléatoire. Exactement. Donc, on n'a pas besoin de dire, oula, j'ai N tossages par heure, et sur mes tossages, il y en a un qui est grave et les autres pas graves, mais j'en sais rien, parce que j'ai tiré aléatoirement, mais c'est un tirage aléatoire, ça reste aléatoire. Alors que là, c'est l'historique réel. J'ai réellement la vibration due à un tossage. Bon, alors après, j'ai pas l'impact. Après, il y a le dommage local dû à l'impact qui peut engendrer, je sais pas, une petite partie qui est, par exemple, plastique, des formations plastiques dans l'endroit juste où il y a l'impact. Mais là, on parle plutôt de la fatigue élastique sur tout le reste de la poutre. On n'est pas en train de regarder juste la zone d'impact qui doit être traitée par ailleurs. Là. Ça remontera pas à ça ici. Okay. Mais effectivement, oui, tout à fait. C'est un énorme avantage, puisque les 40% sont bien couverts, alors que quand on tire aléatoirement, il faut retirer aussi ça aléatoirement. Et, je sais pas, c'est aléatoire. Oui. Je ne sais pas si c'est important, mais je pose quand même la question. Dans la modélisation, on a des contraintes qui peuvent être induites principalement par la houle, et puis il y avoir aussi des effets thermiques. Alors non, c'est filtré parce que là, on voit bien quand le navire est à quai, mais ça, on l'a pas fait. Mais on pense quand même que Lucas avait attiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a des moments où on n'avait pas d'enregistrement, mais peut-être que c'est quand il n'est pas en opération, donc il est à quai. Donc c'est pas sûr qu'on ait loupé quelque chose, mais faudrait vérifier parce que la chaîne n'est pas complètement opérationnelle et automatique, donc il a raison, on peut louper des sorties à la mer qui sont peut-être d'importance. Bon. Mais ceci dit, les effets thermiques, on les voit, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand le navire est à quai et qu'on a on a l'enregistrement, on voit la courbe nuit-jour, voilà, on a la contrainte nuit-jour à fréquence de 1 jour. Donc on le voit. Mais ça nous intéresse pas parce que ça n'entraîne pas de fatigue, donc on filtre ça. Ça c'est le filtre très basse fréquence on le met à 0. Il n'y a pas de fatigue. Mais on le voit. Oui. Merci pour cette présentation. Une petite question. Du coup, là, vous prenez un navire, vous faites son maillage structurel, vous l'étudiez et vous le comparez par rapport à vos données que vous allez récupérer en monitoring. Comment est-ce que vous allez... L'objectif, ça va être à la fin de savoir si on peut le prolonger dans sa durée de vie. Donc, vous allez comparer par rapport au neuvage du navire. Comment est-ce que vous allez intégrer les modifications que le navire va subir tout au long de sa vie? En tant que CSF, vous le savez bien, ils vont en MCO, etc. Pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est très bien. On est d'accord, c'est-à-dire que le navire, il vit. Donc, effectivement, le maillage, la fonction de transfert qu'on utilise à la date T, c'était celle du neuvage. Bon, on verra, on réfléchira un peu plus tard. On modifiera la fonction de transfert. Après, oui, il y a tout un autre champ, c'est-à-dire qu'après, il faut qu'on mesure, par exemple, l'état de corrosion du navire. Est-ce qu'il y a des cloisons qui sont corrodées? De combien? Et normalement, du coup, on le met dans le maillage et on change la fonction de transfert. Bon, mais on ne fait pas aujourd'hui, quoi. Mais je ne vois pas pourquoi on ne le fera pas demain. On va le faire. Justement, ça progresse. On peut mettre de plus en plus de capteurs différents ou aller mesurer des choses différentes dans le bateau. Donc. Oui, là, on voit l'état opérationnel du navire. On sait qu'il a consommé tant. Souvent, ils sont quand même moins utilisés que ce pourquoi ils ont été conçus. Donc, normalement,
on voit déjà apparaître une marge normalement si on fait l'analyse. Et donc, ça permet de durcir les conditions d'emploi du navire, soit de l'utiliser plus, soit d'envoyer en Atlantique Nord alors qu'il devait aller dans une zone moins sérieuse ou le prolonger. Voilà. Et après, il faudra faire vivre tout ça. Alors, une dernière question. Donc, des capteurs, bon, si c'est sur les pommes, ça veut dire que c'est relativement récent. En termes de vieillissement, notamment du mode de fixation de ces capteurs. Alors là, l'avantage, c'est que ils sont fixés comment? Ils sont peut-être très mal fixés, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très redondants, puisqu'il y en a 8. Et chacun des 8, comme je l'ai dit, c'est surdimensionné. Il y a moins de modes propres qui répondent que 8 capteurs, donc on a un peu de marge. Et en plus, chaque capteur est triplement redondé. Donc s'il y en a un qui se détache, on va le voir. De toute façon, il y en a un qui va tomber à zéro et les autres vont continuer à donner une donnée. Bon, voilà. Et après, pour le POM 3, moi, j'ai demandé des tables d'accès, c'est-à-dire que comme sur le POM 1, le monitoring n'était pas fait pour faire toute la vie, en fait, tu as des capteurs, ils ne sont pas atteignables. Ou alors, ça demande un travail immense pendant l'arrêt technique pour atteindre le capteur. Donc, sur le POM 3, ils sont tous accessibles en arrêt technique, pas de manière courante. Donc, il y a bien des tapes. Donc, pendant les arrêts techniques, tu peux trouver des tapes et accéder au capteur et aller le réparer et remplacer. Voilà. Donc, en fait, le principe, c'est bien de la redondance. Tu as trop d'informations. Et donc, tu peux quand même attendre le prochain arrêt technique. Tu répartis. Merci. Merci.